Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Xenius. J'espère qu'on ne vous a pas mis mal à l'aise en vous approchant de si près. Gunnar et moi venons de prendre les mesures et selon nous, la distance idéale entre nous et vous, qui êtes sur votre canapé, est très exactement de 2,05 m. Ça paraît un peu beaucoup, non? La distance qui nous sépare, Émilie et moi, est de 0 cm. Et ce, pour une raison toute simple. Si on s'éloigne davantage, on ne rentre plus dans votre télé, surtout avec ma grosse doudoune. C'est le sujet de notre émission. La distance physique que nous gardons les uns par rapport aux autres. Elle obéit à certaines règles. Par exemple, quand une personne qu'on ne connaît pas s'approche de trop près, ça devient très vite gênant. Oui, on a l'impression que cet individu envahit notre sphère personnelle. Mais pour quelle raison et où se trouvent ces frontières invisibles? À partir de quelle distance se sent-on trop près ou à l'inverse exclu? Distance et proximité. Nous allons voir ici à Münster quelle est la juste mesure dans un sens comme dans l'autre. Et pour commencer, voici un petit test. Jusqu'où peut-on s'approcher de quelqu'un quand on ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam? Tous les jours, nous croisons des quantités de personnes. Inconsciemment, nous gardons toujours une certaine distance les uns des autres. Nous préservons notre espace personnel. Mais que se passe-t-il si quelqu'un entre dans ce périmètre de sécurité? Xenius fait l'expérience. Avec l'aide d'un comédien, nous allons observer les réactions que provoque un inconnu qui ne respecte pas la distance de rigueur. On se dit immédiatement que la personne est sans gêne. Et c'est une première impression totalement négative. Où se situent ces limites que les autres ne doivent pas franchir? Dans notre culture, il existe plusieurs niveaux de distance. Le premier, la distance sociale, correspond à un éloignement d'environ 3 mètres. La marge de confort par rapport aux personnes que l'on ne connaît pas. Selon la théorie, c'est la distance que l'on garde dans une zone piétonne, par exemple. Pour voir si c'est effectivement le cas, nous équipons notre comédien d'un micro et d'une caméra miniature cachée dans cette paire de lunettes. Commentaire à chaud. Super, je suis comme un espion. Premier test, se fondre parmi les passants pour observer leur réaction si cette distance sociale n'est pas respectée. En effet, tant que notre Xenius 007 garde la distance réglementaire, personne ne s'occupe de lui. Mais quand il se met à frôler les passants, c'est une autre histoire. Il pénètre dans la zone personnelle des passants. Une intrusion qui dérange la plupart des gens. Cette distance personnelle mesure environ 1 mètre et correspond au moins à la longueur du bras. C'est à cette distance que l'on se serre la main. On laisse entrer dans ce périmètre une personne que l'on connaît ou avec qui on veut entrer en contact. Quand un inconnu, en revanche, pénètre dans cette zone, on lui manifeste instinctivement notre désapprobation. Les uns se retournent, les autres s'écartent. Tous les moyens sont bons pour rétablir la distance de rigueur, car l'éruption d'un inconnu suscite un malaise. Et pour finir, le troisième niveau, la distance intime. D'une longueur d'environ 45 cm, elle ne s'emploie normalement qu'avec les proches, dans un couple ou en famille, par exemple. C'est dans cette zone que notre comédien doit maintenant s'introduire. Les réactions sont sans équivoque. Ce comportement est clairement perçu comme une agression. Ute Regina Röder, psychologue, nous explique ce que cette promiscuité importune provoque en nous. Quand une personne s'approche trop près de moi, je vois moins bien ce qu'elle fabrique. Elle m'empêche de bouger comme je veux et par conséquent, elle réduit mes possibilités de fuir. Nous voulons toujours être libres de nos mouvements. C'est primordial. Mais parfois, nous n'en avons pas la place.
Nous poursuivons notre expérience dans le tramway, où les passagers peuvent être serrés comme des sardines. La promiscuité forcée devrait susciter des réactions. Dans un premier temps, rien à signaler. Mais quand il y a assez de place pour prendre du large, la proximité est perçue comme une gêne. Explication ? C'est comme à la plage. Quand on arrive de bonne heure le matin, on étale sa serviette n'importe où, et si quelqu'un vient s'installer juste à côté, on trouve ça extrêmement désagréable. C'est insupportable. On le perçoit comme une violation de la sphère privée. Alors qu'à midi, quand la plage est bondée, si quelqu'un s'installe juste à côté parce qu'il n'y a pas de place ailleurs, on ne dit rien. Mais on peut aller encore plus loin. Notre comédien va maintenant regarder ses voisins droit dans les yeux. Comment vont-ils réagir ? La plupart se montrent agacés et détournent simplement le regard. Une bonne stratégie, selon la psychologue. Comme je ne connais pas ce monsieur et que je n'ai aucune raison de lui parler, je me détourne. Parce que je ne cherche pas non plus à le menacer. Si je restais face à lui en soutenant son regard, droit dans les yeux, ce serait une façon de dire que je veux entrer en contact avec lui, ou une menace. Les deux sont possibles. Mais comme ce n'est pas ce que je recherche, je me retourne pour lui signifier clairement que je n'ai aucune envie d'entrer en contact avec lui. Par rapport aux populations du sud de l'Europe, les Allemands ont besoin de davantage d'espace autour d'eux. Ils se sentent ainsi plus en sécurité quand ils croisent d'autres personnes. Le contact physique ne fait pas partie de notre culture. Pour les Français, oui. Toucher est monnaie courante. Mais pour nous, pas du tout. Et la trop grande proximité d'un inconnu nous est immédiatement désagréable. Pour nous, les Allemands, il vaut toujours mieux garder une certaine distance. Tout en veillant quand même à ce qu'elle ne soit pas trop grande, car à la longue, on risque de s'isoler. Retour à Münster. Vous avez déjà fait connaissance avec Ute Regina Röder dans le reportage et nous sommes ici dans son domaine, à l'université de Münster. Comme nous venons de le voir, pour les Allemands, la notion de distance n'est pas tout à fait la même que pour les Français, comme moi par exemple. On ne se connaît pas encore très bien. Alors, est-ce que ça aurait été vraiment gênant pour vous si je vous avais dit bonjour à la française, avec 2 bises, comme ça? Avec vous, certainement pas. Avec moi, si. Mais oui, ce serait un peu bizarre, ça me dérangerait. Pourquoi? Ça ne correspond pas du tout à nos codes de socialisation, à nos habitudes. C'est quelque chose que nous n'avons pas appris quand nous étions enfants, ça nous met mal à l'aise. C'est une attitude qu'on ne connaît pas, qui nous contrarie. Comment cela s'est-il développé? Si on remonte à l'âge de pierre, par exemple, on n'avait sûrement pas besoin de se méfier des pickpockets. Des pickpockets, non. Mais les tribus se déplaçaient. Et si un autre homme arrivait, nos ancêtres devaient savoir s'il était l'un des leurs. Si c'était quelqu'un qui revenait de la cueillette ou de la chasse, ou si c'était un étranger. Et pour le savoir, il fallait évidemment le laisser approcher pour voir qui il était. Et si c'était un inconnu, il fallait voir s'il avait des intentions pacifiques ou s'il cherchait plutôt la bagarre, s'il voulait s'accaparer quelque chose par exemple. Il fallait donc le laisser approcher pour pouvoir juger de ses intentions. Mais pourquoi y a-t-il de si grandes différences entre les cultures? Les différences viennent aussi des personnalités, de la fréquence de certains types de personnalités, et aussi des risques propres à une région. Certains endroits sont dégagés et plus faciles à surveiller, par exemple. Ou bien on sait qu'ils sont habités par d'autres groupes avec lesquels on a des relations. C'est une question d'expérience. On sait si on est dans une région en guerre ou en paix. Ces frontières, ces expériences sont-elles figées ou peuvent-elles évoluer? Avec l'augmentation de la population, il y a forcément une plus grande promiscuité entre les gens. Ça modifie cette notion de distance personnelle. Nous avons d'une part notre programme génétique hérité de l'évolution. Et d'autre part, effectivement, nous sommes plus nombreux. Dans les rues piétonnes, il y a forcément beaucoup de gens. Pendant les soldes, c'est la cohue. Et nous ne connaissons pas tout le monde. Mais nous avons l'habitude de voir
recevoir autant de personnes. Nous savons que nous faisons partie de la même société, que nous pouvons avoir une certaine confiance en elles. Elles font partie au sens large du groupe des habitants de Münster, des Allemands ou des Européens si on veut. Il y a une certaine confiance entre nous. Nous savons que normalement les relations sont pacifiques, que nous ne risquons pas de prendre un coup de gourdin. Et par conséquent, nous sommes un peu rassurés. Mais cette notion de distance et d'espace personnel ne dépend pas uniquement de la culture. C'est aussi une question de chimie. Tout le monde aspire au bonheur du couple proche et complice. Malheureusement, ça ne marche pas toujours. Les disputes créent de la distance et mènent à la rupture. Et pourtant, les disputes sont aussi une des clés du bonheur conjugal. Même les couples les plus heureux se querellent pour mieux se raccommoder. Quel est le secret des disputes constructives? Beate Ditzen, psychothérapeute et scientifique, pense à une molécule précise, une molécule aux multiples vertus. L'ocytocine est un neuropeptide produit dans le cerveau, dans le système nerveux central et diffusé dans le sang. Elle a de puissants effets gynécologiques. Elle déclenche le travail de l'accouchement et manifestement, elle intervient aussi dans l'excitation sexuelle. Elle a donc des effets visibles au niveau du corps. Mais que fait l'ocytocine dans le cerveau pendant une dispute? Pour le découvrir, la scientifique observe des scènes de ménage, mais selon un protocole expérimental. Pour commencer, les couples choisissent un sujet de fréquents désaccords entre eux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on mesure le taux d'hormone du stress dans la salive. Puis, l'ocytocine entre en jeu. Une pulvérisation nasale qui la conduit dans le cerveau. Je trouve que ça mérite un effort. Ah oui, mais si on peut même pas... Les couples débattent ensuite pendant 10 minutes et malgré les conditions de laboratoire, ils ont confirmé que c'était très réaliste. Nous leur avions dit qu'au bout de 10 minutes, nous allions frapper à la porte et entrer dans la pièce. Nous leur avons alors demandé de remplir des questionnaires sur la vraisemblance de la dispute et ce qu'ils avaient ressenti. Et ensuite, nous leur avons diffusé un film pour leur changer les idées, pour éviter qu'ils continuent de se disputer ou qu'ils ruminent la dispute. Après une nouvelle mesure de l'hormone du stress, analyse de la dispute. Échange de regards ou gestes de refus, succession de non ou concession de quelques oui. Tous les signes verbaux et non verbaux sont examinés. Et l'effet de l'ocytocine? Elle réduit le taux d'hormone du stress, comme le prouvent les prélèvements de salive. Mais ce n'est pas tout. La comparaison des groupes a montré que le comportement des couples qui avaient pris de l'ocytocine était proportionnellement beaucoup plus positif. Avec cette hormone, les scènes de ménage sont donc moins houleuses. Et si elle met les couples dans de meilleures dispositions, c'est peut-être la formule magique du bonheur conjugal parfait. Tout le monde se dit tout de suite qu'on va en mettre dans l'assiette de la personne avec laquelle on vit, ou on va poriser sur l'oreiller avant de se coucher, par exemple. J'imagine qu'elle peut favoriser et stimuler cette recherche de rapprochement social. Mais pour que cela fonctionne, encore faut-il que ce rapprochement social en lui-même ait une dimension positive. Et si ce n'est pas le cas dans le couple et qu'il ne réfléchit pas à la question, je ne vois pas par quel mécanisme l'hormone pourrait y parvenir toute seule. Das Hormon alleine das schaffen soll. Deshalb denke ich, sind wir im Moment weit. Par conséquent, l'administrer comme un médicament et attendre qu'elle agisse à notre place n'est pas pour demain. Nous n'avons d'ailleurs peut-être pas besoin de pulvérisation nasale d'ocytocine. Il suffit de se rapprocher pour que le cerveau la fabrique. Et on peut alors aborder sereinement une éventuelle dispute. Retour à l'université de Münster où nous allons tenter une petite expérience. Et pour cela, nous n'avons effectivement pas besoin de potions magiques, mais seulement de quelques étudiants. D'après ce que j'ai entendu, nous allons faire un petit voyage en train. Mais ce que Gunnar ignore encore, c'est qu'il va vite se sentir très seul.
Le principe est simple. Vous imaginez que vous rentrez chez vous en train et vous rencontrez des collègues de travail. Sur votre chaise, vous avez les instructions à suivre. Dans ce jeu de rôle, les deux étudiants assis à côté de Gunnar doivent l'exclure progressivement de la conversation. Car selon les instructions, il ne les a pas invités à son anniversaire. Oui, mais je n'avais aucune mauvaise intention. T'as pas besoin de t'excuser. Le problème est que... C'était en janvier, en pleine période de vœux. Ouais. J'étais chez moi, je serais bienvenue. En tout cas, j'en ai beaucoup entendu parler, mais bon. C'est pas dans mes habitudes. Mon rôle à moi consiste à ne pas laisser l'étudiante du milieu placer un mot. Je joue la méchante. Oui, on y est allés ensemble, on se connaît bien. Les amis, c'est important. Oui. Quand on n'a pas de frères et sœurs. On se choisit une sorte de famille. Excuse-moi. C'était pas facile. Je dois reconnaître qu'il y a longtemps que je n'avais pas pensé à mon institutrice de maternelle. Mais là, dans cette situation, ça m'est revenu car me retrouver exclu comme ça m'a rappelé les punitions de la maternelle, quand on nous envoyait au coin parce qu'on avait fait quelque chose de pas bien. Cette mise à l'écart sert en fait de moyen éducatif. Exactement. Ceux qui étaient aux deux extrémités ont essayé de donner une leçon à leurs collègues, de bien lui faire comprendre que dans leur groupe, on s'invite pour les anniversaires. C'est la règle. Et quand quelqu'un sort du droit chemin, on le rappelle à l'ordre. Mais pourquoi on fait ça? Moi, dans le rôle de celle qui sanctionne, j'avais mauvaise conscience. Oui, vous avez eu mauvaise conscience parce que c'était un jeu de rôle et que l'étudiante n'avait rien fait. Mais quand vous êtes vraiment en colère contre quelqu'un, c'est un réflexe. On met de la distance. Oui, tout à fait. Vous mettez de la distance. Vous ignorez la personne. Et ça ne vous dérange pas. Vous n'avez pas mauvaise conscience parce que vous êtes vraiment en colère contre cette personne. Et tout le monde réagit de la même façon? La douleur est la même pour tout le monde. Le fait de se sentir exclu provoque la même sensation désagréable chez tout le monde. Ce qui diffère, c'est la façon dont on réagit à cette exclusion. On peut distinguer deux grands groupes. Il y a ceux qui font tout ce qu'ils peuvent pour réintégrer le groupe. Ils se montrent particulièrement aimables, essaient de flatter les autres et d'engager la conversation. Et il y a un autre groupe qui réagit plutôt de façon antisociale. La personne peut par exemple essayer de perturber la conversation des deux autres en se penchant en avant pour les empêcher de se voir. Ou elle peut parler très fort, faire semblant de parler au téléphone avec quelqu'un pour gêner la conversation. Mais c'est plus rare. Il y a une raison? Ce besoin d'appartenir à un groupe vient sûrement de quelque part. C'est fondamental. Quand on ne fait plus partie d'un groupe, on a moins de chances de survivre. Si on prend l'exemple de la répartition du travail, pour tuer un mammouth, il fallait être plusieurs. C'est aussi une question d'altruisme réciproque. Quand je suis malade, tu me soignes, et quand tu es malade, je te soigne. C'est une règle de fonctionnement du groupe. Quand on est seul, on est perdu. Aujourd'hui, dans la société actuelle, les choses sont moins dramatiques. Une des grandes différences est surtout qu'on a davantage de possibilités de changer de groupe. Si ce groupe-là ne me plaît pas, je vais dans un autre. Mais autrefois, c'était évidemment plus difficile. On était obligé de rester dans le même groupe. Et c'est pour ça que ça fonctionne de cette façon. Et la douleur de l'exclusion est restée. Oui, la douleur est restée. Et la douleur sert à nous faire réagir. C'est comme lorsqu'on met la main sur une plaque chauffante. Si ça fait mal, on retire aussitôt la main. Et là, c'est pareil. Quand on se sent mal, on réagit. Et en l'occurrence, quand on a l'impression d'être exclu, il est tout à fait souhaitable qu'on redouble d'efforts pour aller vers les autres, pour rétablir le contact. Si on ne le fait pas, on est en danger. C'est pourquoi l'exclusion est un sujet si sensible. Merci beaucoup. Merci. Ignorer quelqu'un peut donc lui faire beaucoup de mal. Mais ce n'est pas toujours intentionnel. Cela peut être lié à une maladie. C'est le cas de Simone Himmel. Elle est incapable de reconnaître les visages. Une maladie qui porte le nom de prosopagnosie.
Il est important de préciser que je peux différencier les visages. Je peux évaluer les âges, sentir l'humeur de quelqu'un, son état d'esprit. Mais je ne peux pas reconnaître les visages. Dès qu'ils sortent de mon champ de vision, c'est la page blanche. Je ne garde aucun point de repère. Difficile de se représenter ce trouble de la perception. Les personnes atteintes voient parfaitement les visages et distinguent leurs traits, la forme des yeux, du nez ou de la bouche, mais juste dans l'instant, sans pouvoir les mémoriser. Impossible donc de les reconnaître. Une source de problèmes souvent très gênant. Il m'est déjà arrivé de ne pas reconnaître mon propre fils. Dans un grand magasin, il y avait du monde, c'était l'hiver, il avait un bonnet et nous étions à 5 mètres l'un de l'autre. Je ne l'ai pas vu. Lui aussi a cette maladie. Il ne m'a pas reconnue. J'ai commencé à paniquer, j'ai eu peur, sachant justement que je ne pouvais pas le reconnaître. Et finalement, il m'a appelé. C'est la voix qui m'a permis de le voir et de le reconnaître. Et il est venu me rejoindre. Tout en sentant qu'elle n'était pas tout à fait comme les autres, Simone a mis de nombreuses années à découvrir ce qu'elle avait. Et pourtant, ce trouble de la perception n'est pas si rare. En Allemagne, on estime que 2 millions de personnes en sont atteintes. Soit une personne sur 40, mais beaucoup l'ignorent. Dans le cas de Simone, c'est surtout le cinéma qui lui a mis la puce à l'oreille. Quand les acteurs sont nombreux, elle n'arrive pas à retenir qui joue quel rôle, comment s'appellent les différents personnages et quelles sont les relations entre les uns et les autres. Suivre l'intrigue est un casse-tête. Il y a 6 ans, elle en a parlé à une amie qui l'a mise sur la voie. Elle avait entendu parler de la prosopagnosie et elle m'a dit « Tu devrais regarder sur Internet, informe-toi, c'est peut-être ce que tu as ». Et je suis tombée sur un article de journal qui a été comme une libération, comme une révélation. Simone fait de multiples tests. Avec un résultat toujours positif, elle souffre de prosopagnosie. Mais depuis qu'elle sait ce qu'elle a, elle va beaucoup mieux. Thomas Grüter, qui mène des recherches sur la prosopagnosie et en est lui-même atteint, sait à quel point l'information est importante. La prosopagnosie congénitale ne commence à être connue que depuis 5 ans environ. Avant, la littérature ne mentionnait que quelques cas isolés. Et c'est seulement depuis ces dernières années qu'on a découvert qu'elle est très fréquente, presque autant que la dyslexie. Elle porte uniquement sur le traitement visuel et n'a rien à voir avec un trouble du comportement. Les personnes atteintes mènent généralement une vie tout à fait normale, sans problème pour la plupart des tâches quotidiennes. Elles reconnaissent les maisons, les arbres ou les voitures, mais pas les visages. La reconnaissance des visages semble effectivement fonctionner d'une autre façon que celle des objets. Mais la science ignore encore pourquoi. La vision et la reconnaissance des visages sont commandées par différentes zones du cerveau. Les lobes occipitaux, à l'arrière du crâne, analysent les traits du visage. Les lobes temporaux, situés sur les côtés, les associent à des informations comme le nom de la personne. Et la reconnaissance, elle, se fait dans une circonvolution du lobe temporal situé derrière l'oreille droite. C'est cette zone qui est inactive chez les prosopagnosiques. Thomas Grüter et d'autres scientifiques ont mis un questionnaire au point pour diagnostiquer ce déficit. Pour le moment, il est toutefois impossible à traiter et les personnes atteintes ne veulent parfois pas admettre que leurs moyens de reconnaissance sont différents. Nous considérons qu'une personne incapable de naissance de reconnaître les visages doit développer d'autres techniques de reconnaissance. Et c'est sur ces techniques que porte le questionnaire. Nous demandons aux patients s'ils reconnaissent les autres principalement à leur démarche, par exemple, ou à leur voix. Si ces critères sont prépondérants, le patient a certainement des difficultés à reconnaître les visages. Sinon, il n'en aurait pas besoin. Simone parle plus facilement de ce déficit qui ne doit pas être un handicap.
On peut en parler ouvertement et il faut le faire. Pour compenser, il faut chercher des choses distinctives, des particularités chez les gens pour s'en servir comme point de repère et toujours chercher à s'améliorer. Et quand on n'y arrive pas, il faut dire franchement ce qui se passe. Même si la prosopagnosie pose bien des problèmes, Simone a un autre regard qui ne l'empêche pas de profiter de la vie. Chapeau, car avoir l'impression d'être toujours entouré d'inconnus, ça doit être terrible. Sûrement. Espérons en tout cas que vous n'allez pas oublier nos visages, même si nous allons tout doucement prendre nos distances, vu que la fin de ce numéro de Xenius approche à grands pas. Un festival de jeux de mots en seulement 2 phrases. Il ne reste plus qu'à vous dire... À la prochaine. En route.